On peut faire de la syntropie sur son balcon, on peut faire pousser une multitude de variétés de plantes comestibles, de plantes potagères, de plantes aromatiques, etc. Et tout ça, je l'ai fait sur ma terrasse ces 8 dernières années à peu près. Aux alentours de 2018-2019, j'ai commencé, même un petit peu avant, j'ai commencé à jardiner sur ma terrasse et naturellement, j'ai basculé vers une méthode de jardinage qui ressemble énormément à la syntropie. Voilà, moi à l'époque je m'inspirais plutôt de la permaculture et c'est vrai qu'aujourd'hui, en découvrant un peu plus la syntropie, je me rends compte que ça ressemble énormément et qu'on peut tout à fait, justement c'est même le point clé sur des petits espaces comme des balcons, des terrasses. C'est vraiment la syntropie, c'est vraiment un point clé pour réussir à jardiner en milieu urbain, en milieu restreint où c'est quand même assez difficile à jardiner. Donc, dans, cette, dans ce podcast, on va parler donc de syntropie. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire, comment j'ai fait pour faire de la syntropie sans le savoir. On va faire les liens avec la permaculture et une autre méthode euh, de laquelle j'ai déjà parlé dans ce podcast et sur mon blog, la méthode Miyawaki. On va voir qu'il y a plein de liens à faire en fait entre tout ça. Je vais vous partager aussi ma première expérience de culture en lasagne dans des pots de fleurs, les problèmes que j'ai rencontrés, les solutions que j'ai trouvées, des solutions concrètes d'association de végétaux. On va aussi voilà, parler plein de trucs comme ça. Donc voilà, on est en format podcast, on est format pépère. Donc si tu es au jardin, c'est parfait. Si tu es sur ton balcon en train de jardiner, c'est parfait. Tu vas pouvoir écouter ce podcast et imaginer comment est-ce que tu peux adapter certains de mes conseils à ta façon de jardiner, à ton balcon, ton jardin ou ta terrasse. Et donc voilà, donc en gros, si tu sais pas ce que c'est la syntropie, en gros c'est une méthode d'agriculture un petit peu proche de l'agroforesterie et de la permaculture. Et voilà, ça a été inventé par Ernst Gonch dans les années 80. Voilà, ça s'appuie en fait sur l'idée que la vie évolue vers un ordre croissant, pardon. Voilà, c'est le truc que voilà, la vie évolue vers un ordre croissant. Et en gros, c'est un petit peu l'opposé de l'entropie où on va plutôt être dans la décroissance. Et voilà, pour lui, l'idée, c'est vraiment que tout se développe, tout grandit, tout et en même temps tout s'organise à ce que voilà, c'est un peu de la culture dense, tu vois, où on va échelonner, on va utiliser différentes hauteurs, on va vraiment remplir l'espace à la verticale, que ce soit au niveau de la plante à l'extérieur, aussi au niveau des racines. Et voilà, on va essayer de toujours aller vers la croissance, vers la création de matière, la création de biomasse. Et voilà, on va utiliser donc des cultures avec différentes strates pour d'une maximiser donc la place, maximiser aussi la photosynthèse parce que plus on a de plantes, plus on a de feuilles, et plus on a de feuilles, plus on a de photosynthèse, et plus on a de photosynthèse, et ben plus nos plantes vont pousser et encore plus avoir de feuilles, etc., etc. Et du coup, c'est euh, syntropique. Et en même temps, on va régénérer aussi les sols. Et toutes ces choses-là vont aussi se passer dans le sol. Et donc voilà, donc on imite pardon, la régénération naturelle d'une forêt. Donc en gros, on va avoir plein d'espèces différentes, on va densifier, on va créer des microclimats. Voilà, c'est très inspiré voilà, de la régénération naturelle d'une forêt. Donc c'est pour ça aussi que je vois beaucoup de liens avec la méthode de reforestation Miyawaki et la méthode que j'ai appliquée sur ma terrasse aussi, que je n'ai pas forcément nommée, mais en gros permaculture en terrasse, quoi, permaculture en pot de fleurs. Donc en gros, ma terrasse. Alors ça a commencé à peu près aux alentours, voilà, moi si tu me connais pas, j'ai aux alentours de 2017, j'ai commencé à jardiner sur ma terrasse, qui est une terrasse de 8 mètres carrés, de plein pied, donc c'est à peu près voilà, un petit espace, comme un balcon moyen, on va dire.
Et donc moi je voulais faire du potager, de la permaculture, mais donc j'avais pas de terrain à cette époque-là. Et du coup, je voulais pas forcément, tu vois, acheter du terreau. D'ailleurs, j'ai fait tout un podcast sur l'histoire de tout ça, mais je te le mettrai le lien en description. Mais en gros, voilà, la seule façon pour moi, c'était de créer un sol vivant. Pour moi, la base, c'était vraiment avoir un sol vivant. Et je me disais avec du terreau, voilà, le terreau, on sait qu'il est stérilisé, on sait que c'est pas écologique, etc. Parce que ça va puiser dans les tourbières. Donc du coup, moi, il me fallait vraiment un sol vivant. Et tant que j'avais pas trouvé ça, j'avais fait des expériences, tu vois, avec de la terre, avec de la terre récupérée dans un jardin, mélangée un petit peu avec du terreau, mais en fait, ça donnait pas beaucoup de résultats. Donc j'arrivais pas à faire mon mélange, tu vois. Jusqu'à que je découvre en gros la culture en lasagne que j'ai adaptée en pot de fleurs. En gros, c'est un peu un gros compostage. Pareil, j'ai fait plein de podcasts et d'articles. Tu peux retrouver tout ça sur le potager minimaliste. Et en gros, on va faire une espèce de gros compost dans ces pots de fleurs. Et du coup, le sol va être vivant en fait. Comme un compost, c'est vivant. Il y a des insectes, il y a des vers, etc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu réussir à franchir ce pas de faire du potager en pot de fleurs avec une première expérience, hein, comme je l'ai expliqué aussi assez souvent. C'est que un jour, en rentrant sur un coup de tête, je me suis arrêté dans la forêt. J'ai pris un sac cabas qu'il y avait dans ma voiture. Je suis allé dans la forêt et j'ai récupéré des feuilles mortes, quelques verdures. Après, j'ai ajouté un petit peu de compost, enfin un petit peu de déchets de cuisine que j'avais chez moi dans tout ça. J'ai mouillé, j'ai planté des tomates à l'intérieur pour voir ce que ça donnait. En fait, ça a super bien poussé alors que j'avais planté ça, je crois que c'était un petit peu en retard. On était au mois de juin déjà, peut-être même fin juin. Et je me suis dit, bon, on verra ce que ça donne si j'ai une ou deux tomates cerises. Et en fait, ça avait fait deux super beaux plants, parce que j'avais deux sacs. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu que ça fonctionnait bien, que ça tenait bien aussi l'arrosage. Voilà, fallait pas arroser tous les jours non plus. Enfin, c'était top. Donc du coup, j'ai vu que j'avais aussi un sol fertile, vivant. Donc je me suis dit, c'est top, c'est top. Il n'y a plus qu'à faire ça x 10 quoi. Et du coup, après, j'ai commencé à fabriquer des bacs à fleurs. J'ai commencé à récupérer des gros pots de fleurs. J'ai aussi à récupérer des palettes. J'ai fabriqué les bacs et j'ai aussi fabriqué une petite serre, un lombricomposteur. Voilà, j'ai fait tout un écosystème pour pouvoir faire de la graine à l'assiette, mes légumes, mes propres légumes sur la petite terrasse de 8 mètres carrés. Donc j'ai même aussi mis un récupérateur d'eau de pluie, j'ai aussi mis pas mal d'abris à insectes, j'ai aussi essayé plein de choses, les Zoya, etc. etc. Et vraiment ça a été une grande expérience pour moi, euh, ouais, un grand espace où j'ai pu expérimenter énormément de choses et aussi avoir cette approche de permaculture, avoir cette sensation d'avoir un vrai jardin. Parce que chaque année, je repartais pas à zéro en vidant mes pots, en remplaçant le terreau, etc. Parce que toute cette terre, en fait, je l'ai jamais changée pendant 8 ans et j'ai toujours fait évoluer ma terre, mes végétaux, ma terrasse, etc. Ça a été quelque chose de vivant pendant ces 8 ans. Et voilà, j'ai pas eu besoin de repartir à zéro chaque année parce que quand on utilise du terreau, au bout d'un an, le terreau il est plus, il y a plus aucun nutriment, il y a plus rien à l'intérieur, il faut le changer. Donc voilà, là j'ai vraiment pu, tu vois, expérimenter le semi-spontané, les plantes vivaces, etc. Enfin, c'était vraiment une super expérience. Et j'ai vraiment créé un jardin permacole, autonome, sur 8 mètres carrés. Et c'était top. Mais tout n'était pas si top. Et voilà, j'ai rencontré quand même quelques problématiques qui ont justement fait évoluer mon jardin dans une certaine direction, parce que j'ai cherché à m'adapter à ces problématiques, quitte à revoir mes objectifs. Et c'est ce qui m'a permis aussi justement de faire évoluer ma terrasse, mon écosystème vers quelque chose de plus résilient et pas baisser les bras parce que ça fonctionnait pas comme moi je voulais. Donc le problème numéro un, ça a été le soleil. Ça, c'est vraiment le gros problème quand on cultive sur des terrasses, quand on cultive sur des balcons. Alors, c'est soit on a zéro soleil, soit on n'a rien du tout, du coup, on n'a pas de soleil, c'est compliqué pour faire pousser des tomates, des poivrons, etc. Soit on a un petit peu de soleil ou
beaucoup de soleil. En fait, dès qu'on a du soleil sur un balcon, une terrasse, ça devient une problématique parce que avec la réverbération des murs, de la lumière, de la chaleur, le fait qu'il n'y a pas assez d'air qui circule, eh ben on a tout de suite beaucoup de luminosité pour les plantes. Et les plantes, voilà, quand la lumière elle arrive de partout, parce qu'elle est réverbée dans tous les sens, hein, quand la lumière arrive de droite, de gauche, d'en bas, d'en haut, de partout, la plante, c'est difficile pour elle. Pareil pour la chaleur, quand la chaleur est emprisonnée, la plante aussi a du mal à rapidement elle va se mettre en repos, parce que les plantes elles se reposent pas uniquement en hiver. L'hiver on dit que la plante se met en hivernage au repos, elle perd ses feuilles, la sève descend dans les racines, elle se repose et tout. Mais quand il fait très chaud aussi l'été, juillet, août, la feuille pareil, la plante se fige un petit peu comme ça et elle arrête sa croissance pour justement rentrer en économie d'énergie pour conserver le peu d'humidité, conserver le peu de nutriments. Et donc elle se met un petit peu au ralenti. Et voilà, quand on est sur un balcon, une terrasse très ensoleillée, on peut rapidement provoquer un peu cet état de hibernation, je sais pas comment on dit, estivation de la plante. Et donc voilà, donc premier problème, donc c'est le soleil vraiment en ville. Pour ça, et aussi parce que on est dans des pots, et quand il fait chaud avec des pots, rapidement la terre elle sèche, donc on a beaucoup de stress hydrique sur les plantes. Elles subissent rapidement des stress hydriques, hein. C'est pas comme en pleine terre où on arrose, même s'il fait très chaud, avec un bon paillage, avec une bonne technique de plantation, on peut arroser, aller une à deux fois grand maximum, même s'il fait très chaud comme en ce moment par exemple. En arrosant une à deux fois, on peut très bien s'en sortir si on a bien fait les choses. Alors que sur la terrasse, on a beau bien faire les choses, on peut gagner peut-être une journée d'arrosage, mais dans tous les cas, il faut arroser plusieurs fois par semaine. Sinon, le potager, les plantes rentrent en pause, et puis voilà, ça dépérit. Et même si ça peut repartir après, une fois que la plante elle a été stressée au niveau hydrique, ou le trop de chaleur, trop de soleil, après il y a un retard qui se fait sur la saison. Et le jardinage, hein, on dépend du temps, on essaie toujours de gagner du temps pour, par exemple quand on fait nos semis, on fait nos semis pour justement gagner un peu de temps et faire fleurir, faire fructifier la plante pile au bon moment pour gagner 1, 2, 3 semaines. Et du coup, là, si on fait des stress à répétition sur un balcon, fin juillet, début août, comme cette année-là, si toi tu as un balcon, une terrasse, et il y a de fortes chances, et que si tu n'as pas vraiment appliqué tout ce que je vais t'expliquer dans ce podcast et tout ce que j'explique depuis ces dernières années en rapport avec la culture en pot de fleurs sur balcon, forcément tu vas te retrouver avec des plantes qui vont être stressées, des plantes qui vont être subir la canicule, et en fait qui vont tout simplement mourir. Et du coup ça va te décourager, et puis etc. Alors qu'il y a des solutions, mais voilà, il faut un petit peu s'adapter. Et du coup, moi, pour résoudre ce problème, donc finalement il y avait plein de problèmes, mais la cause principale c'est le soleil. Donc pour résoudre ce problème de soleil, il faut créer de l'ombre, et c'est ce que j'ai fait en prenant de la hauteur, en mettant des plantes. Voilà, j'ai utilisé énormément le miscanthus giganteum, si je ne me trompe pas. Pareil, j'ai fait un article, tu peux marquer comment faire de l'ombre sur une terrasse, le potager minimaliste sur internet, tu vas retrouver mon site, ou même en allant sur mes articles, tu vas retrouver. Sinon, tu me demandes dans la description, je pourrais mettre le lien. Et j'explique comment j'ai fait de l'ombre sur ma terrasse, et entre autres, j'ai fait des structures pour prendre de la hauteur avec des plantes grimpantes, des plantes annuelles grimpantes. J'ai oublié le nom, bref, j'ai oublié le nom, mais il y a des plantes annuelles grimpantes. Tu as par exemple aussi le haricot, tu peux faire monter des concombres, etc. Et j'ai aussi essayé la vigne. La vigne, bon, j'ai pas réussi à avoir de récolte parce que c'était pas les bons pots. Je pense que si j'avais eu des pots un petit peu différents, j'aurais pu avoir des récoltes, mais j'avais quand même des petits raisins, et du coup les oiseaux y venaient. Ça nourrissait aussi les oiseaux, comme ça les empêchait aussi, les oiseaux, d'aller picorer mes vers de terre dans mes pots de fleurs. Et ça, j'aimais pas trop. Et du coup, le fait d'avoir de la vigne, à la place de manger les vers de terre, ils mangeaient des petits bouts de raisin là. Et c'était très bien. Donc du coup, j'ai créé de l'ombre, j'ai pris de la hauteur pour
résoudre ce problème de soleil qui me faisait toute une ribambelle d'autres problèmes et qui empêchait mon potager d'être bien. Donc ça a été au bout de, je sais pas, 2, 3 ans, j'ai commencé à me dire, bon voilà, il faut vraiment que je crée de l'ombre parce que j'avais quand même une belle terrasse, des belles plantes, mais arrivé mi-juillet, la chaleur était trop forte et paf, tout s'arrêtait, tout diminuait. Et du coup, voilà, je me disais, il faut que j'arrive à prolonger la saison, quoi. Et du coup, j'ai créé de l'ombre et ça m'a aidé pour justement commencer à découvrir un petit peu cette syntropie, à découvrir cet écosystème, ce petit jardin forêt, on va dire, sur le balcon où justement j'utilisais donc la hauteur et les différentes. J'essayais de remplir aussi toutes les strates pour gagner de la place. Parce que justement, le problème numéro 2, le gros problème numéro 2 que j'avais, c'était le manque de place. Donc comme je te disais, c'était une petite terrasse de 8 mètres carrés. Donc les 8 mètres carrés, tu les remplis assez vite, surtout quand tu mets un récupérateur d'eau, une serre, lombricomposteur, un petit coin pour se poser. Et il était blindé, quoi. En fait, ma terrasse, elle s'est transformée en chemin. Il ne restait plus qu'un petit chemin. Et tout le reste, c'était des pots, des trucs, donc vraiment, c'était blindé. Donc, j'avais besoin en plus d'optimiser la place, la verticalité. Donc, tout ça, ça s'est bien goupillé. Donc, en faisant de l'ombre, je prenais de la hauteur. En prenant de la hauteur, je gagnais de la place, on va dire, ou j'optimisais la place. Donc, quand on cultive sur balcon et terrasse, quand on cultive sur un petit endroit, ce qui est bien, c'est que ça nous force à trouver des idées pour optimiser la place justement. Donc on va prendre de la hauteur, on va faire de la succession de plantes comme ça. Enfin voilà, on va faire plein de trucs pour optimiser la hauteur. On va essayer aussi d'avoir quelque chose qu'on peut bouger avec des roulettes. Ça aussi c'est important. Et ça permet justement d'avoir différents aménagements de ton jardin en fonction des saisons. Et pareil, du coup on peut avoir beaucoup plus facilement, on peut optimiser la place, quoi, voilà, beaucoup plus facilement. Donc voilà, ces deux problèmes, le soleil et le manque de place, ça s'est résolu avec justement prendre de la hauteur, maximiser la verticalité. Et c'est là aussi, à ce moment-là, que j'ai découvert la méthode Miyawaki. En gros, la méthode Miyawaki, c'est planter. On va voir les 4 grands principes que j'en ai tirés justement parce que pour faire ma méthode, pour cultiver sur balcon et terrasse, quoi, la méthode de micro-jardin en permaculture. D'ailleurs, j'en ai fait une formation complète. Pareil, il y aura le lien en description. Où c'est la méthode micro-jardin en permaculture, où justement je me suis inspiré de toute cette expérience et aussi donc de la permaculture, de la méthode de reforestation Miyawaki, et au final ça ressemble énormément à la syntropie, pour créer ma méthode. Et là je vais te donner un peu les 4 grands principes que j'en ai tirés, voilà, les liens que j'ai fait, parce que finalement c'est après coup que je me suis dit, tiens, la méthode Miyawaki ça ressemble à ce que je fais, tiens, la syntropie ça ressemble à ce que je fais. Et du coup j'ai fait plein de liens comme ça, et j'ai tout condensé pour faire cette méthode de micro-jardin en permaculture. Et donc en gros, la méthode Miyawaki, je vais pas te faire l'histoire complète. J'avais fait un podcast complet là-dessus. Tu peux retrouver, je crois que c'est la permaculture en pot de fleurs, ça fonctionne. Tu retrouveras aussi un podcast. Et en gros, c'est une plantation. La méthode Miyawaki, c'est une plantation, c'est une méthode de reforestation pour rapidement créer un écosystème, rapidement créer une forêt, pas une forêt primaire, mais une forêt quand même mature, en beaucoup moins de temps que ça se ferait naturellement. En gros, en une vingtaine, trentaine d'années, on arrive à créer quand même une forêt assez développée. Et donc, c'est toute cette méthode, en gros, c'est 4 principes. Donc, le premier principe, j'espère que c'est à peu près clair, que la méthode de reforestation, hein. En gros, c'est un japonais qui reforestait des anciennes usines au Japon. Je ne sais plus exactement ce que c'était, je crois que c'était des ateliers, des ferronneries, des trucs comme ça. Et en fait, une fois que il y a eu un peu une désertification de toute cette industrie, et donc ils se sont retrouvés avec énormément de lieux pollués, et donc du coup, lui, avec sa méthode, il arrivait à reforester rapidement, et du coup à régénérer rapidement les sols de ces lieux. Donc voilà, en gros c'est ça. Et donc, les
4 principes. Alors il les a pas lui-même, le professeur Miyawaki, il les a pas lui-même, euh, il les a pas déclarés lui-même. Il y a 4 grands principes dans ma méthode. C'est juste que voilà, moi j'ai tiré quand vraiment je me suis inspiré, quand ça m'a inspiré ce qu'il faisait, et ben je me suis dit tiens il y a 4 grands principes que je vois, que j'utilise et que je peux justement donner. Bah, je vais te le donner là. Donc le premier grand principe, c'est de s'adapter au contexte. Tu vois, ça ressemble un peu aussi à la méthode, le principe d'observation en permaculture, où justement on va s'adapter au contexte, on va observer. Ça, c'est très important dans sa méthode de reforestation. Il prenait pas n'importe quels arbres. Il n'avait pas une pépinière et il allait de partout au Japon pour planter ses arbres. Non, lui, il allait carrément récupérer les graines des arbres qui étaient à moins de X kilomètres, je crois que c'était 20-30 kilomètres aux alentours du site, pour être sûr que ce soit des plantes qui soient naturellement adaptées depuis des milliers et des milliers d'années au sol et donc aussi à la météo, au climat et tout ça. Donc vraiment, le contexte est vraiment hyper important et ça, je pense que c'est vraiment le secret de sa méthode, c'est de s'adapter au contexte en allant carrément chercher la graine, l'ADN quoi dans la graine qui correspond au territoire où il allait installer sa forêt. Donc nous, sur les balcons, les terrasses, c'est pas forcément le but de aller chercher la graine pas très loin. Tu peux te faire un jardin de mauvaises herbes sur ton balcon, mais voilà, on parle de potager tout ça. Donc voilà, il y a quelques règles comme par exemple, on va s'adapter à la météo, on va s'adapter au climat, on va s'adapter au contexte qui est un milieu urbain, donc ça sera un peu plus chaud et un peu moins froid l'hiver. On va s'adapter aussi à l'exposition. Quelle est l'exposition? Et tout ça, ça va nous permettre de sélectionner nos végétaux en fait. Donc climat, exposition, les besoins aussi, qu'est-ce qu'on veut, parce que voilà, on n'a pas beaucoup de place, donc il va falloir aussi sélectionner qu'est-ce qu'on veut faire, sélectionner ce qu'on veut faire pousser. Et donc ça, c'est vraiment une étape assez importante, la sélection des végétaux en fait. Et après, on peut partir de la graine, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, la première étape, c'est vraiment sélectionner les végétaux. Et aussi, le fait, moi, quand j'avais planté des Miscanthus giganteum, là, aussi c'était important dans mes besoins, parce que j'avais besoin de faire de l'ombre, besoin de prendre la hauteur. Je veux pas. C'est des plantes, on dirait des grandes herbes de pampa qui peuvent monter même dans des petits pots à plus de 2,50 m, 3 mètres de hauteur. Et du coup, moi, ça, c'était aussi adapté à mes besoins de faire de l'ombre, tu vois, et en même temps de pas prendre beaucoup de place. Et aussi, ça peut aussi te créer un petit peu d'intimité. Tu vois, il y a plein de choses comme ça où on peut prendre en compte. Et d'ailleurs, tout ça, on le voit dans la formation micro-jardin en permaculture. Il y a toute une étape, parce que je m'inspire du design en permaculture, donc il y a toute une étape où on va aller faire ce travail-là de s'adapter au contexte et voilà, en fonction de tout ce qu'on vient de voir. Et donc ça, c'est vraiment le premier principe de la méthode Miyawaki. Il s'adaptait au contexte, il sélectionnait vraiment les plantes les plus adaptées, qui est pas voilà, le but c'est pas d'aller arroser tout le temps, c'est pas de tester des plantes exotiques ou quoi, c'était vraiment de régénérer les sols. Et les meilleures plantes pour régénérer les sols, voilà, c'est les plantes qui poussent dans les forêts aux alentours, parce qu'elles sont adaptées, parce qu'elles sont pas là pour rien. Et surtout les plantes qui sont naturellement présentes. Parce que aujourd'hui nos forêts elles sont beaucoup remaniées on va dire et d'ailleurs au Japon c'est le cas, hein, il y a beaucoup de sapins, beaucoup de conifères et d'ailleurs même tous les botanistes au Japon, la plupart des botanistes croyaient dans les années 60-70 croyaient que c'était des voilà nous les montagnes au Japon c'est des sapins, c'est les plantes indigènes etc etc et lui Miyawaki bien avant de créer sa méthode il a prouvé aussi que non, c'était pas du tout des plantes indigènes, c'est des plantes qui ont été, c'est des conifères qui ont été plantés intentionnellement pour faire du bois de chauffage, du bois de construction. Et comment il a su ça? C'est parce qu'en fait là-bas au Japon, il y a plein de temples dans la forêt, des vieux temples, où on n'a pas le droit justement de jardiner autour, d'entretenir ni rien. On est obligé de laisser un petit peu sauvage autour des temples. Et en fait, autour des temples, il s'est rendu compte qu'il y avait, comme chez nous, quoi, des feuillus, des chênes, des châtaigniers, etc. Et donc, du coup, lui, il a commencé à collectionner toutes ces graines, noyaux et tout, de ces plantes. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il a
révélé que finalement les plantes indigènes, bah non, c'était pas des sapins. Bref, deuxième principe de la méthode Miyawaki, ça va être la diversité, enfin la méthode micro-jardin en permaculture, la méthode que j'ai fait pour ma terrasse, en gros, et c'est la diversité. Et pareil pour Miyawaki, et finalement, on parle plus de syntropie, mais quand tu fais le lien aussi avec la syntropie, ça ressemble énormément, surtout au niveau de la diversité, au niveau de ce principe-là, la verticalité, tu verras, on verra d'autres principes aussi. Mais en gros, la diversité, donc on va choisir des plantes, voilà, fixatrices d'azote, ça peut être intéressant. Donc ça, pareil, dans sa méthode Miyawaki, il utilise des plantes fixatrices d'azote. Il utilise des plantes qui captent et redistribuent l'eau, les nutriments en fonction des strates racinaires, etc., etc. Il va aussi utiliser des plantes qui poussent au soleil, des plantes qui poussent plutôt en sous-bois, à l'ombre, des plantes qui poussent plutôt en bordure de forêt, qui ont des grosses épines pour pouvoir, tu vois, protéger la forêt pour pas qu'il y ait d'animaux qui pénètrent la forêt et qui viennent manger les arbres et tout, etc., etc. Donc il y avait toute une méthode comme ça. Et la diversité, bah justement, ça permet d'avoir des stratégies comme ça. Et donc, on en revient encore à la méthode micro-jardin en permaculture. Et ben, on va, en fonction de ses besoins, en fonction de son... Une fois qu'on a fait ce travail d'observation et d'adaptation au contexte, et ben, on va intégrer de la diversité dans le choix des végétaux, en essayant de faire des plantes qui fixent l'azote. On verra juste après, là, j'ai une association de plantes spéciales pot de fleurs où justement il y a une plante fixatrice d'azote, une autre plante qui va plutôt être tuteur et une autre plante qui va faire pas mal de fruits. Donc voilà, on va essayer de aussi mettre pourquoi pas des aromatiques sur ton balcon. Tu peux mettre des aromatiques pour attirer certains insectes, en rejeter d'autres. Voilà, il y a des, on sait que certaines plantes vont attirer certains insectes ou en rejeter d'autres. Ça, je me suis un petit peu intéressé, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai énormément mis en place. Moi, je t'en parlerai un petit peu plus tard. Moi, j'ai plutôt dans la diversité, dans l'association des végétaux. Moi, j'ai associé différemment les végétaux plutôt en fonction de leur morphologie, parce que je trouve que sur un balcon, c'est beaucoup plus important. On n'est pas là pour tu vois, associer les plantes, pour rejeter les insectes, machin, tout ça. Si on arrive à créer un écosystème, on peut trouver un certain équilibre. Et vraiment, le plus important, c'est vraiment associer pour optimiser la place. Je trouve que c'est vraiment la priorité. Après, dans un jardin, ça peut être intéressant. D'ailleurs, il y a des bouquins, il y a un bouquin qui est super connu. C'est, comment il s'appelle? Le poireau préfère les fraises, je crois. Et pareil, c'est un bouquin qui va t'expliquer les bonnes associations, mais en même temps, ça marche pas de partout pareil. Donc voilà, c'est un sujet de recherche tout ça. Donc voilà, bref. Le deuxième principe, c'est donc la diversité. On cherche à faire de la diversité, à diversifier les plantes et aussi à diversifier les milieux, à diversifier les voilà, tu vois, créer des mini écosystèmes, des microclimats, voilà. Et donc voilà, donc premier contexte, on s'adapte au contexte. Premier principe, pardon, on s'adapte au contexte, on observe, on fait une liste de plantes. En même temps, dans la liste de plantes, on intègre le principe numéro 2 qui est la diversité des plantes qui vont nous être utiles dans nos objectifs. Et ensuite, on va passer donc au troisième contexte, au troisième principe, pardon, je vais y arriver, c'est qu'on va planter serré et en hauteur. Donc là, on sort un petit peu tu vois, observer, choisir les plantes. Là, on va vraiment être tout de suite, on passe à la plantation. Mais c'est pour vraiment, tu vois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle de donc micro-jardin en permaculture, on parle de micro-forêt de la méthode Miyawaki, on parle d'écosystème. Comment créer sur sa terrasse, sur son balcon, avec des pots de fleurs, une sorte d'écosystème qui soit à la fois productif, qui produisent des plantes, qui produisent des fruits, des fleurs, des plantes comestibles, des graines, tout ça, et à la fois qui soit aussi résilient, qui est capable de prendre tu vois, un bon coup de chaud, un petit stress hydrique, tu vois, on cherche tout ça.
On cherche un écosystème. Donc ces 4 principes, c'est vraiment pour créer un écosystème. Donc voilà, mais on verra plus tard d'autres choses. Mais en gros, le principe numéro 3, c'est la verticalité. Donc on va planter serré. On va planter plus serré que dans un jardin classique. On va planter plus serré. Et on va aussi, donc comme je disais, utiliser la verticalité. On va maximiser la densité en utilisant, tu vois, le miscanthus. Le miscanthus, tu peux mettre aussi des plantes au pied. Euh, donc voilà, tu peux utiliser aussi des treillis, tu peux utiliser du bambou, des bouts de bois. Moi, ce que j'aimais bien aussi pour maximiser la verticalité, c'était intégrer des abris à insectes pour remplir la verticalité aussi. Tu vois, j'accrochais des petits fagots de plantes à tiges creuses pour les abeilles sauvages, ou des petits coins où je mettais de la paille dans un pot de fleurs pour, tu vois, pour attirer toute une multitude d'insectes. Et au lieu de faire un seul endroit où je faisais une grande cabane avec plein de petits trucs différents pour attirer tous les insectes, moi j'en prenais tu vois, je faisais un type de abri à insectes que je mettais à différents endroits pour différents insectes. Il y a des stratégies hein, comme le perce-oreille, il faut le mettre le long d'une tige. Tu vois, la coccinelle, il faut qu'elle soit un petit peu. Il faut s'assurer que ça soit au sec aussi. Tu vois, il y a plein de petits détails à connaître pour positionner ces abris insectes, c'est marrant. Et au moins, tu vois, chaque insecte a son petit coin à lui. Il n'est pas en guéguerre, même si, voilà, au final, ils sont sur 8 mètres carrés tous ensemble. Mais voilà, il n'y a pas de. Tu vois, quand ils rentrent dans leur abri, ils sont tranquilles. Et du coup, les abris se remplissent plus vite que dans un hôtel à insectes. Voilà, vaut mieux un petit camping à insectes que un hôtel à insectes où on est tous entassés au même endroit. Et du coup, voilà, ce que je faisais aussi pour optimiser l'espace vertical. Donc, tu as tout plein de tas de plantes. Il y a des plantes qui vont pousser à 20 cm, d'autres à 40, d'autres à 50, d'autres à 60, d'autres à 1 mètre, etc. Et j'avais même un plant de tomate qui était monté à 1,95 m, je crois, sur ma terrasse. Tellement que la culture en lasagne, ça avait bien marché. Ouais, j'avais mesuré 1,95 m le plant de tomate. Enfin bref. Donc ça, c'est le troisième principe. On va maximiser la verticalité. Ensuite, on va passer au quatrième principe pour créer un écosystème sur son balcon, et d'ailleurs un petit peu partout, hein, une forêt, etc., etc. C'est vraiment créer un écosystème. Le quatrième principe, inspiré de la méthode Miyawaki, c'est la compétition vertueuse. Donc une fois que Miyawaki avait sélectionné ses végétaux, une fois qu'il avait intégré de la diversité dans la sélection de ses végétaux, une fois qu'il avait optimisé donc la verticalité, il avait tout planté, etc., etc. En fait, ce quatrième principe, c'est que il y a de la compétition vertueuse, j'ai appelé ça la compétition vertueuse, qui se met en place pour justement, une fois que ces trois premiers principes sont mis en place, il va y avoir une sorte de syntropie peut-être. C'est là où un peu on retrouve cette syntropie. Il va y avoir une compétition vertueuse qui va se créer. Et vu que les plantes sont plantées serrées, vu que elles sont toutes au début, tu vois, elles sont toutes sur un sol en plein soleil, elles vont, tu vois, se sentir serrées, et elles vont du coup se faire une compétition pendant 1, 2, 3 ans. Elles vont être stimulées au niveau donc aérien. Tu vois, les plantes elles vont dire moi je vais aller le plus haut possible pour faire mes plus belles feuilles, pour vraiment avoir ma place. Et aussi au niveau racinaire. Pareil, vu qu'il y a beaucoup de plantes, il y a moins en moins de place, les plantes elles vont plutôt aller en profondeur et chercher justement la place en profondeur. Les plantes les plus puissantes elles vont se dire attends, là je vois qu'il n'y a pas beaucoup de place, je vais vraiment aller profond pour être tranquille. Et du coup il y avait vraiment cette expansion, cette syntropie, il y a vraiment cette syntropie qui se crée dans les forêts Miyawaki. Et c'est aussi ça qu'on essaie de mettre en place, qui est important de mettre en place sur un balcon, sur une terrasse, parce que justement, si on arrive à faire cette stimulation, si on arrive à faire cette petite compétition qui est au final vertueuse, on va avoir des plantes qui vont, quand on va les planter en avril, mai, tout dépend où tu es, rapidement, on va avoir des plantes qui poussent beaucoup, qui créent beaucoup de biomasse, qui vont créer rapidement un écosystème,
Et comme ça, on va arriver fin juin, début juillet, avec tout de suite une sorte voilà, d'écosystème qui est résilient, qui est bien enraciné, qui est bien structuré. Et du coup, on a beaucoup moins de problématiques d'arrosage, parce que moi, c'est vrai que les premières années, j'ai beaucoup arrosé. Et plus les années passaient, moins j'avais besoin d'arroser, parce que justement, à chaque fois, j'arrivais euh, à prendre cette hauteur, à diversifier, à maximiser l'espace et surtout à prendre de l'avance pour créer ce micro écosystème. Donc des mini-forêts, comme ça j'ai pu ombrager plein de plantes, j'ai pu protéger, j'ai pu accélérer la croissance et c'est vraiment ça qui est intéressant. Puis après, une fois que l'écosystème, on va dire, est en place, et ben après, il n'y a plus vraiment de compétition, il y a un équilibre qui s'installe. Et cet équilibre, les plantes, pour le préserver, elles vont se mettre plutôt à coopérer au niveau tu vois, communication des plantes, etc. On va pas aller dans les détails, mais elles vont plutôt être dans la coopération pour pouvoir euh, maintenir cet écosystème. Alors oui, il y a de la perte entre-temps. C'est pour ça que aussi c'est intéressant de faire ses propres semis, ses propres graines, pour pouvoir faire plus. Et au cas où, tu as toujours de quoi rajouter puis même, on va souvent plus planter. Au final, il y a plein de plantes qui vont tu vois, qui vont pas réussir à prendre leur place. Il va y avoir une sélection naturelle qui va se faire. Et au final, on va en planter, je sais pas, tu vas planter 50 plantes et au final, tu en auras 30, 35. Mais tu auras les meilleures plantes. Et au pire, si tu en as trop, vraiment, tu as trop fait de graines. De toute façon, c'est souvent ça quand on fait ces graines, on en fait un petit peu trop. Tu peux aussi faire du troc avec tes voisins, etc. Donc voilà, en gros, les quatre principes pour créer un micro-jardin en permaculture, pour faire de la syntropie, pour faire une forêt Miyawaki, ça va être ça. Observer, s'adapter au contexte. Ensuite, intégrer de la diversité, intégrer la verticalité. Et après, une fois que c'est planté, il y a la compétition vertueuse qui fait ce travail-là. Et si tu arrives à intégrer ces quatre principes sur ton balcon ou ta terrasse, je te garantis que tu vas réussir à créer un écosystème. Alors oui, il va falloir peut-être faire quelques sacrifices sur certains de tes objectifs, mais il vaut mieux avoir un écosystème qui résiste bien à la chaleur, à la sécheresse, et qui produit peut-être un peu moins, mais plus diversifié que juste des plants de tomates et des salades qui marchent bien jusqu'à fin juin, début juillet, puis après, tu n'as plus rien. Donc voilà, un jardin comme ça, mini-forêt, un micro-jardin en permaculture que tu fais sur un balcon, une terrasse. En plus, si tu arrives à avoir un sol vivant en faisant de la culture en lasagne, une sorte de compost dans tes pots, et que tu n'as pas besoin de rechanger la terre et tout, finalement, tu as quelque chose un écosystème qui vit à l'année en fait. Tu vois, même l'automne, l'hiver, il y a des choses, tu peux encore jardiner. Tu vides pas tes pots et tu mets tout de côté, tu vois, à la fin de l'hiver, quoi. Tu peux continuer à jardiner et vraiment avoir cette sensation de vrai jardin. Moi là-bas je suis paysagiste, jardinier, voilà, je jardine depuis toujours et j'avais jamais réussi à retrouver cette sensation de jardiner, tu vois. Quand tu mets un petit pot de fleurs avec du terreau, un plant de tomates, c'est marrant sur un balcon. Mais vraiment, quand tu arrives à faire ça, tu as vraiment l'impression d'avoir un jardin à entretenir avec des successions, avec ci, à penser à ça. Donc du coup, c'est vraiment intéressant. Si tu n'as jamais jardiné, tu as envie de mettre les mains à la terre ou tu as le projet d'un jour d'avoir peut-être une maison à la campagne, un jardin peut-être un petit peu plus en périphérie de la ville. Voilà, si tu as vraiment ce projet, tu peux apprendre toutes les compétences, tu peux les apprendre sur un balcon. Comment semer, comment bien arroser, comment tailler, comment prévoir le paillage, etc. Tu vois, tu peux tout apprendre sur 8 mètres carrés. Et après, tu n'auras plus qu'à faire ça, mais un peu plus grand. Et en plus, avec ma méthode micro-jardin en permaculture, le lien est dans la description. Et pareil, tu peux vraiment aussi prévoir le design, l'aménagement. C'est une formation qui permet d'adapter le design en permaculture sur le balcon avec ma méthode, etc. Et une fois que tu as ces clés aussi de design pour des micro-jardins, après aussi, quand tu auras un vrai jardin, tu pourras te resservir de toutes ces compétences. Et donc voilà. En gros, pour finir, quelques astuces, quelques applications concrètes. Tu te souviens tout à l'heure, je te parlais des tournesols. Enfin, je t'en ai pas parlé justement. Je te parlais que j'utilisais, moi,
une association de plantes qui était un peu particulière et que moi j'associais pas les plantes en fonction de elle rejette tel insecte ou elle attire tel insecte. Pour moi je me disais ça devient trop compliqué, moi je préfère sélectionner mes plantes par rapport à mes besoins, j'ai pas beaucoup de place. Donc du coup, justement, j'ai pas beaucoup de place, donc j'ai sélectionné les plantes par rapport à ce que je veux et aussi par rapport je vais aussi les sélectionner par rapport à la verticalité, tu sais. On va à leur morphologie. Et je vais prendre des plantes retombantes. Au-dessus des plantes retombantes, je vais essayer de faire, genre encore de la place, donc je vais prendre des plantes pardon, qui sont plutôt herbacées, buissonnantes. Et puis je vais prendre des plantes qui montent en hauteur. Et voilà, je vais les associer comme ça pour faire un gros fouillis végétal et productif, un microsystème comme on a vu. Et du coup, moi, il y en a un que j'aimais bien, c'est le les trois sœurs de pot de fleurs, pour ceux qui ont connu à l'époque les graines hein, sur mon site là on pouvait prendre et j'avais un kit qui s'appelait les trois sœurs de pot de fleurs inspiré des trois sœurs maïs, courge et haricots. Et du coup, moi, ce que je faisais, donc j'avais pas mal de tournesols, je faisais pousser des tournesols. Et encore, là, il y a un petit lien, tu vois, avec la syntropie. Et du coup, les tournesols, donc, ils montaient en hauteur, ils prenaient de la hauteur, ils faisaient une grande fleur qui attirait tous les oiseaux, tous les insectes de loin. Tu vois, ils voyaient cette grande fleur. Et, euh, et au pied de cette fleur, donc, ce que je faisais, ben, moi, je plantais un plant de tomate. Et au pied de ce plant de tomate, je plantais un petit peu plus tard, faut pas tout planter en même temps, des haricots. Et les haricots, ils grimpaient et enroulaient le plant de tomate contre le tournesol. Et du coup, voilà, j'avais juste à venir de temps en temps et me servir des haricots pour les guider un petit peu pour bien qu'ils attachent mes tomates. Et du coup, c'était vraiment une super association de plantes que je te conseille fortement. Donc, tournesol, haricots, tomates. Donc en premier, tu vas planter le tournesol. Il y a un seul truc, c'est que le tournesol, ça fait beaucoup de racines. Donc on va éviter de planter toutes ces plantes dans le même pot. Après, tout dépend de la grosseur de ces pots. Mais pareil, dans la formation, on voit tout ça. Et, euh, et donc, je conseille de plutôt planter un tournesol dans un pot avec d'autres plantes qui ont un petit système racinaire. Et la tomate dans un autre pot, parce que c'est vraiment deux plantes qui ont besoin d'avoir beaucoup de sol. Donc, tu plantes la tomate. De toute façon, tu peux planter un peu n'importe où, hein, même les haricots, tu peux les planter ailleurs. Une fois que tu as créé comme ça ce micro-écosystème où tu mets plein de pots, plein de bacs, et ben après, les plantes, elles peuvent aller à droite, à gauche, elles peuvent se mélanger. Et finalement, le tournesol, il peut être planté dans un pot, la tomate dans l'autre et les haricots dans un autre, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Donc j'ai vraiment. Ça, c'était une association végétale que j'avais faite. Et puis voilà. Je pense qu'on a tout vu. Comme je disais, la syntropie, c'est bien. C'est bien. Après, moi, j'ai pas vraiment tu vois, creusé le sujet. Mais je pense que c'est quand même un objectif à long terme. C'est pas la première étape. Comme je te dis, la première étape, c'est pareil. C'est tout ce qui est syntropie, permaculture, potager, faire pousser des plantes, tout ça, c'est pas vraiment la première étape. Je te dis, la première étape, c'est vraiment observer, avoir une réflexion, comment est-ce que je peux créer un écosystème, j'espère que... Et de toute façon, j'ai tout fait pour t'aider justement dans ce podcast à avoir cette réflexion, cette première réflexion. C'est vrai qu'on a souvent envie de mettre les mains à la terre, avoir ses premières récoltes, mais on oublie l'essentiel, on oublie la base, le bon sens. Et j'espère que dans ce podcast, je t'aurai vraiment guidé pour avoir cette petite réflexion. Mets ce podcast de côté, partage-le. Il va sûrement te resservir plus tard pour peut-être cet hiver, tu vois, quand ça sera une période un peu plus de repos, peut-être réfléchir un petit peu. Ouais, je te conseille de le réécouter, pourquoi pas cet hiver. Ce podcast, il sera aussi disponible en article sur mon site Le Potager Minimaliste. Tu marques micro-jardin, permaculture, le potager minimaliste, tu devrais me retrouver plein d'articles où justement ça pourra t'aider. Il y a aussi la formation dans la description. Et puis il y a aussi un groupe Telegram. N'hésite pas à nous rejoindre sur le groupe Telegram où justement on partage plein de choses sur cet aménagement. Comment est-ce qu'on va réfléchir, comment est-ce qu'on va observer, comment est-ce qu'on va préparer l'aménagement de son jardin, que ce soit un balcon, une terrasse ou un vrai jardin ou autre. Et voilà, quelques méthodes de jardinage, pourquoi pas et tout. Mais vraiment bien réfléchir en amont, bien observer, bien s'adapter au contexte.
c'est les principes de la permaculture, c'est la genèse de la permaculture. Et la syntropie, pour moi, tu vois, ça vient un peu plus tard. Ça vient une fois qu'on a fait ce travail, et ben là, après, euh, euh, voilà, on peut développer la syntropie sur son jardin, son balcon ou quoi. Donc voilà, sur ce, je te laisse. Oublie pas de t'abonner, de partager, de laisser un petit pouce. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, des commentaires aussi, si ça t'a aidé. Ça fait toujours plaisir, ça motive. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!